crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast. On va débriefer la première semaine de cette Vuelta 2021. Vous l'avez évidemment lu dans le titre, c'est plus pratique. On débriefe tout ça ensemble, il s'est passé des choses. On va surtout faire un point au niveau des favoris puisque c'est ce qui nous intéresse le plus en général dans la Vuelta. On sait que c'est la course, un peu le tour le plus ouvert puisque c'est le tour le moins cadenassé. Les organismes sont fatigués, les grosses armadas ne sont pas envoyées pour les gros coureurs. Mais cette année, on a quand même du très lourd puisque Jumbo-Visma, Ineos et Bahrain Victorious avaient envoyé la grosse équipe et on a un très beau Tour d'Espagne. Bon, alors je vais revenir rapidement sur ce qui s'est passé en première semaine. Donc on entamait avec un prologue de 7 bornes où Primož Roglič s'est imposé, le champion olympique de la discipline. Ensuite, on avait, c'est une première semaine typiquement Vuelta, hein. On avait des petites étapes de montagne, on avait des arrivées avec des radars, on avait une étape de plaine où il se passe très plate, et pour le dernier week-end, on avait une arrivée à l'Alto des Velifiquets, pardon. Voilà, donc on avait un peu tout ce qui fait la Vuelta, des étapes de montagne, des étapes courtes, enfin bref, voilà, il y avait un condensé de Vuelta dans cette première semaine. On a eu pas mal de sprints intéressants à analyser, avec notamment Jasper Philipsen qui montre qu'il est un très grand sprinter, et évidemment le retour de Fabio Jakobsen après sa terrible chute provoquée par Dylan Groenewegen sur le Tour de Pologne. Il est revenu au plus haut niveau, il a remporté 2 sprints, il est actuellement porteur du maillot vert, du classement par points. Voilà, on va avoir un très beau duel entre Jasper Philipsen et Fabio Jakobsen pour la suite de ce Tour d'Espagne. En tout cas, Bon, alors malheureusement, ils ont plus beaucoup d'étapes complètement plates, hein, vraiment à proprement parler. Il va y avoir des étapes plutôt accidentées, comme on les appelle. Voilà, que ce soit l'étape de mardi, enfin la 10e, la 11e étape, la 12e étape, c'est des étapes accidentées. Où voilà, il y a des petites bosses, donc à savoir, par exemple l'étape de mardi, il y a juste une petite bosse de 2e catégorie avant, donc à voir s'ils sont capables de les passer ou pas. Ça va être déterminant pour ce classement du meilleur, le classement par points qui va clairement se jouer entre les deux. Le barème a été revu cette année, le barème qui dans la Vuelta était souvent à l'avantage des grimpeurs hein, au niveau du classement par points. Les Français on les a un petit peu vus, nos Français, puisque Kenny Alisson va notamment porter le maillot rouge une journée. On a vu Ren Taramay aussi le porter. Mais on a surtout eu pas mal de... On aurait aimé avoir plus de batailles entre les favoris, clairement. Mais on a déjà un petit aperçu de ce qui se passe et de l'état des lieux et des forces en présence qui sont les grands vainqueurs de cette première semaine et qui sont les grands perdants, puisqu'on sait, honnêtement, on sait déjà qui a perdu le Tour d'Espagne ou qui ne sera du moins pas en capacité de le gagner. On revient tout de suite là-dessus. Je pense que j'ai dit à peu près ce qu'il fallait sur cette première semaine. Voilà, on a eu des étapes de plat, comme je l'ai dit, des étapes... voilà, on a vu des très belles performances, hein, notamment Michael Storer au Balcón de Alicante. Magnus Cort Nielsen a été monstrueux également, sur l'arrivée de l'étape, voilà. Et Primož Roglič est actuellement maillot rouge. Je vais faire un point sur le classement. Lui qui avait pris le maillot rouge très tôt dans cette Vuelta, on a vu qu'il n'avait pas forcément pour intention de le garder plus que ça, hein. Il l'a volontairement laissé à Ren Taramay, à Kenny Alisson. Il voulait peut-être même pas forcément le reprendre au niveau de l'étape gagnée par Storer, par Cort Nielsen, pardon. Alors là maintenant il l'a un peu plus affirmé. Le classement, Primož Roglič est en tête de cette Vuelta avec 28 secondes d'avance sur Enric Mas. 1,21 d'avance sur Miguel Ángel López, Jack Haig est à 1,42, Bernal est déjà loin à 1,52, Adam Yates à 2,07, Giulio Ciccone, Sepp Kuss ensuite sont aux alentours de 2,40, Félix Großschartner à 3,25, on a déjà des gros écarts, Alexander Vlasov à 3,55, Fabio Aru est à 4,36, Michael Landa est à 5,47, Voilà, et Richard Carapaz est lui déjà complètement lâché, mais on a vu que de toute façon, il était plus là en tant que lieutenant qu'autre chose, il est à 10,57. Donc on a quand même des petits écarts.
Alors, quelles étaient les forces en présence en arrivant? On attendait bien évidemment Primoz Roglic. On attendait de voir ce qu'allait faire Egan Bernal. Voilà, Ineos avait mis la grosse écurie. Voilà, il y avait du beau monde. Quand t'arrives, t'as Bernal, Yates, Carapaz. Déjà, ça envoie du sacré pâté. Et puis, il y a du monde derrière pour les accompagner. Hein. Faut pas croire qu'ils sont venus tout seuls. Il y a du Dylan Van Barle, il y a du Jonathan Narvaez, il y a du Tom Pidcock, il y a du Salvatore Puccio, Pavel Sivakov. Enfin, c'est de la grosse armada. Et pour contrer ça, du côté de Jumbo-Visma, on avait Roglic, Kruijswijk, Sepkus. Et puis, c'est chez Bahrain Victorious qu'on avait aussi du très, 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 très lourd. Ou du côté de la Movistar, Movistar avec Enric Mas, avec Miguel Angel Lopez, avec Valverde qui a malheureusement abandonné, mais il y a du Carlos Verona qu'on voit depuis le début, pas mal depuis le début de la course. Donc non, il y a du très 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 haut niveau. Clairement cette Vuelta, tu vas pas la gagner comme ça. Je vous refais juste comme ça Bahrain Victorious. Donc il y avait Mikel Landa, Jack Yek, Gino Meder, Mark Padoun, Wout Poels, Damiano Caruso. Donc que des mecs qu'on a vu toute la saison. Voilà, les leaders étaient bien entourés. Malheureusement, notamment pour la Bahreïn, la stratégie pour l'instant, c'est pas ça du tout. Il n'y a pas les jambes. Mikel Landa, qui a pourtant gagné le Tour de Burgos en préparation à cette Vuelta, est dans les chouquettes complets à 5,47. Toujours le premier lâché des favoris. Là, il était en perdition complète sur l'étape du jour à Alto des Vellifiquets. Il était loin, mais loin. Il a été attendu par Padoun, notamment. Là, Mikel Landa, très très décevant. Puis surtout, on s'attendait pas à le voir lâcher comme ça. Il avait l'air plutôt en forme après avoir gagné le Tour de Burgos. Et là, il est clairement pas... Il est pas dans le coup. Il ne gagnera pas cette Vuelta. Et je vois... Enfin là, il a l'air pas du tout dans un bon mood. Donc je ne le vois même pas remonter. Même pour un top 5, ça paraît compliqué. Mais bon... C'est un grand tour, il peut se passer évidemment pas mal de choses. Clairement, Mikel Landa, c'est celui qui a perdu le plus gros depuis le début. Je vais pas vraiment revenir sur Richard Carapaz, qui lui a une saison qui est très très longue. Il n'a pas coupé depuis le Tour de France. Il a enchaîné Tour de France complet où il fait quand même 3e. Ensuite, il enchaîne à Tokyo où il gagne les Jeux Olympiques. Et là, il réentame direct avec le Tour d'Espagne. On savait qu'il serait plutôt lent en tant que lieutenant. Il est un petit peu court. Clairement, il n'a pas les jambes qu'il avait. Mais bon, il va clairement, il sert. Enfin, je veux dire, il a un très très haut niveau en ce moment, Richard Carapaz. Il faut pas se le cacher. Mais bon, il jouera pas les premiers rôles, puisque du côté d'Ineos, on a la doublette Bernal-Yates pour clairement, on attendait Bernal-Yates face à Roglic. C'était un petit peu les trois très gros noms, avec Roglic un cran au-dessus évidemment, notamment grâce à sa puissance en contre-la-montre, notamment par rapport à Bernal et Yates. Yates a perdu du temps sur une chute, il a été gêné. Il paraît bien en jambes. Bernal, lui, n'a fait pour l'instant que suivre. Et là, l'étape, la 9e étape, à l'Alto des Vellifiquets, nous a apporté déjà une première grosse réponse. Parce que Bernal n'a pas les jambes. Clairement, Yates était plus fort que Bernal sur cette montée. C'est lui qui était à l'attaque. Clairement, ils ont voulu... La stratégie d'Ineos était parfaite toute l'étape. C'était absolument parfait. Juste, il leur a manqué les jambes. Il manquait que ça. La stratégie était parfaite. Faire attaquer Yates, avoir Bernal derrière, faire travailler les autres, que ce soit Miguel Angel Lopez, Enric Mas. On a vu que Primoz Roglic a été obligé de s'employer à un moment. Mais malheureusement, il leur manque les jambes. Bernal ne les a pas. Voilà, il a dit, il était à bloc. Il était incapable de changer de rythme. Donc là, clairement... qu'est-ce qu'il a ? Est-ce qu'il a juste pas les jambes ? Est-ce qu'il est juste moins fort ? Il est peut-être juste moins fort. C'est fortement possible. Est-ce qu'il y a sa blessure au dos ? On se le demande toujours avec Egan Bernal maintenant. Mais là, clairement, il n'est pas au niveau des top. Il est un petit cran en dessous et je le trouve même en montagne moins fort que Yates, qui était capable d'attaquer, de changer de rythme, de suivre. Alors il a un petit peu explosé à la fin de la montée. Ça s'est vu, mais en même temps, il avait donné beaucoup d'efforts. Mais Yates, est-ce que c'est pas le leader d'Ineos ? Vraiment, pour l'instant, Bernal est toujours 15 secondes devant Yates, mais ça va être, il va y avoir un choix à faire. En tout cas, il va falloir trancher du côté d'Ineos, parce que là, pour l'instant, la première semaine devait nous apporter des réponses. On en a plus ou moins, parce que je pense qu'ils auraient aimé, limite, qu'il y ait plus d'écart du côté de chez Ineos Grenadier, parce que là, ils sont un petit peu dans le pétrin, parce qu'ils voient
que leurs coureurs ne sont peut-être pas assez forts pour aller chercher la victoire, et ils peuvent pas non plus établir une stratégie claire et nette pour l'un ou pour l'autre. Parce que Bernal, est-ce qu'il est juste pas top en ce moment, mais sa condition peut s'améliorer puisqu'il a visé un pic de forme un petit peu plus lointain dans la course, ou est-ce qu'il est juste trop court, ce qui est possible. Est-ce que tu peux vraiment miser sur Adam Yates qui n'a jamais été grand leader performant sur un grand tour. On l'a vu sur des courses d'une semaine, sur des étapes, être hyper performant Adam Yates, mais par rapport à son frère Simon, il a plutôt moins performé quand même, hein. Enfin, je veux dire, que ce soit sur le Tour de France ou quoi, enfin, sa meilleure, en 2016, il fait 4ème du Tour de France, mais meilleur jeune. Mais sinon, depuis, c'est un petit peu soupe à la grimace, quand même. Donc oui, il a porté le maillot jaune pendant 4 jours en 2020, mais clairement, il fait 9ème, enfin, il a jamais été dans le coup, vraiment, donc il va y avoir un gros choix à faire, puisqu'en plus, ils paraissent un petit peu moins forts que les coureurs qui sont devant eux. Jack Haig, lui qui avait déjà bien performé sur les grands tours l'année dernière, et puis surtout le duo de la Movistar et Primoz Roglic. On l'a vu beaucoup à l'attaque, Miguel Ángel Lopez, Superman Lopez. Il a été à l'offensive, mais il paraît un petit peu moins fort que le leader, je pense, de Movistar, Enric Mas, qui là pour moi est au plus haut niveau qu'on ne l'a jamais vu, puisque déjà il attaque, donc Enric Mas qui attaque, c'est dont défriser plus d'un, notamment moi. C'est bien, voilà, on attend que ça, hein. Bon, on l'a catégorisé comme un suceur de roue, et pour l'instant il nous a plutôt prouvé qu'il était plutôt assez fort à ça, mais clairement si Enric Mas est là dans l'étape de montagne, il a montré qu'il était bon. Oui, au sprint de l'étape, il se fait aligner par Roglic, mais ça c'est logique parce que Roglic a une giclette impressionnante. Il peut être battu que par Pogačar sur ce genre d'arrivée. Enric Mas a suivi clairement Roglic, était le plus fort avec Primoz sur l'étape de montagne. Plus fort que Miguel Ángel Lopez, ça c'est certain, et plus fort que les autres, c'était les deux meilleurs. Donc là, du côté de la Movistar, la stratégie elle est plus simple. Ils ont deux coureurs qui sont super forts. Miguel Ángel Lopez, il peut attaquer, ça peut placer de la banderie, ça peut faire péter. Et Enric Mas, derrière, semble pour l'instant, en tout cas, en capacité de suivre. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'il sera capable d'attaquer et de mettre en difficulté Primoz Roglic, de contrer sa nature? Ça va être la grande question. Primoz, lui, il est en gestion, il est parfait. De toute façon, sur un grand tour, Roglic, il est toujours parfait. Il a eu connu une petite erreur stratégique sur la Vuelta, sur le Tour d'Italie quand il était maillot rose, et il craque sur cette étape face à Tadej Pogačar, mais sinon il est toujours parfait sur les grands tours. Il n'y a rien à dire. Enfin, je veux dire, en chrono il est top, en montagne il perd pas de temps, c'est le plus fort. Stratégiquement il fait pas d'erreur. Là franchement il prend des bonifs au sprint. Il n'y a rien à dire. Il est parfait. Primoz Roglic, c'est le plus fort. Pour moi c'est le plus fort. Il est en contrôle. Vu comme ça, là, il semble pas possible de déstabiliser. Son équipe semble un petit peu monter en puissance avec Sepp Kuss notamment. On les avait vus un petit peu plus faibles par rapport à Ineos Grenadier et Movistar. Mais clairement, Primoz Roglic semble bien parti pour conquérir une 3e Vuelta consécutive, ce qui serait absolument énormissime. Mais le chemin ne sera pas de tourpeau, donc... On a vu dans les étapes, que ce soit les étapes de haute montagne avec plusieurs enchaînements de cols, il était fort. Quand c'était les étapes de la Vuelta classique avec pratiquement rien et un petit radar à la fin, il est super fort. Enfin, de toute façon, c'est le tour qui lui correspond le mieux, clairement, parce que il faut de l'explosivité et il l'a. Il faut savoir bien monter, il l'a. Enfin, il est sur les pentes raides, il est pas gêné. Enfin, là, il semble sans faille. Et puis en face, son grand rival attendu Bernal semble un petit cran dessous, et Bernal est déjà à 1 minute 52. Enfin, c'est énorme, il va falloir secouer le cocotier fort. Alors, justement, secouer le cocotier, où est-ce qu'il va falloir secouer le cocotier ? La première semaine, on s'attendait un petit peu plus d'explications entre favoris, et finalement on l'a eu sur cette dernière étape parce qu'on a déjà des gros écarts. On pensait qu'avant ça pouvait donner des choses, mais c'est la 9e étape qui a clairement livré un gros verdict. Roglic et Mas sont les plus forts en montagne. Ensuite on a Lopez, Haig et Yates, et après Bernal semble un petit cran en dessous quand même. Quels vont être le terrain de jeu ? La 2e semaine, beaucoup d'étapes accidentées d'abord. Que ce soit la 10e où c'est juste un radar à la fin, la 11e où c'est un petit peu plus vallonné, déjà avec
un petit radar à la fin encore. Enfin, c'est très très Vuelta de toute façon ce parcours. C'est toujours débridé comme course. C'est la course la moins cadenassée de l'année. Et le samedi dimanche, on aura 2 étapes de montagne. Est-ce qu'elles vont nous apporter des réponses ? Ça, franchement, honnêtement, je saurais le dire. La 14e et la 15e, peut-être plus la 14e que la 15e, hein, parce que la 15e, c'est un enchaînement de cols, mais on n'arrivera pas à la monter. Alors, on peut avoir des scénarios de folie, on le sait, avec des attaques de loin, si les équipes décident d'envoyer, mais je pense pas que cette deuxième semaine soit vraiment là pour faire les écarts. Peut-être la 14e étape, peut-être, mais c'est vraiment pas sûr. Je pense que ça jouera clairement en 3e semaine. Là, c'est voilà, avec notamment l'étape des lacs de Covadonga. On sait, c'est une montée qui est très très dure. L'étape, il y a 2 cols de première catégorie avant. T'arrives au lac de Covadonga, là, ça va être du très 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 lourd. C'est là qu'il va falloir faire péter. Quelles vont être les stratégies ? On a vu que la Movistar pouvait enclencher. On a vu qu'Ineos Grenadier en stratégie, ils étaient parfaits. Et s'il commence à avoir les jambes, ça peut faire très très mal. On a évidemment une autre arrivée au sommet lors de la 17e étape. Non, ça c'est de l'époque de la 18e étape. Arrivée au sommet également. Donc, ça, on va avoir du grand spectacle sur cette Vuelta. C'est clairement pas fini du tout. Les leaders sont là. Et puis, il faut pas l'oublier que cette Vuelta se finit sur 33 km de contre-la-montre. Donc si les mecs ne jouent pas placés, mais jouent pour gagner, il va falloir faire péter les choses à un moment. Donc que ce soit en 2e semaine ou en 3e semaine, peut-être que le seul moyen de déstabiliser Primož Roglič, c'est sur un terrain où il s'y attend pas, sur des étapes accidentées, sur la 11e, sur la 12e étape, parce que peut-être qu'en montagne, il va trop s'y attendre et qu'il y aura son équipe et qu'ils vont mettre un train ou qu'ils vont laisser les autres faire le train, et Roglič au train, tu le lâches pas. Tu lâches pas Roglič au train, il faut l'avoir sur des montées de grimpeurs, sur des à-coups, sur des... Enfin, voilà, sur des trucs comme Yates, ça fait des attaques, des giclettes sur giclettes, un peu comme faisait Contador à l'époque. Mettre une banderille, 2 banderilles, 3 banderilles, faire péter, casser le rythme, parce que si tu mets un train à Roglič, bah, il va se régaler le mec, ça c'est son jardin. Voilà, on a fait le point sur cette Vuelta du côté des favoris. On a vu il allait falloir mettre des stratégies au clair et établir un clair leader du côté d'Ineos. Du côté de la Movistar, c'est établi, et du côté de Roglič, gérer, oui et non. Gérer quand il peut gérer, gratter du temps s'il le peut, il est fort. Peut-être mettre des éclats quand il peut mettre des éclats, vraiment, parce que c'est ce qui lui manque parfois, de tuer complètement ses tours quand il est en position de les gagner. Voilà, s'il peut mettre tout le monde à 2 minutes, faut qu'il le fasse, hein, faut pas qu'il ait peur. Mais je pense qu'il a tellement appris maintenant, il a l'expérience maintenant sur les grands tours. Je le vois pas nous faire, s'il est en capacité de maîtriser la course, honnêtement, il finira avec le maillot rouge du côté de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ce podcast est terminé, merci de m'avoir écouté, on se retrouve très très vite pour débriefer, ce sera la Ligue 1 le prochain. Merci de m'avoir écouté, ciao, à plus.